Vous connaissez sans doute ces légendes qui entourent les villes fantômes d'Amérique, comme quoi certaines se sont retrouvées incendiées sans qu'il n'y ait de survivants, ou que d'autres encore ont été désertées à la suite d'une violente maladie qui se répandait dans tous les foyers. Celle dont je vais vous parler n'a rien à voir avec ça, car en réalité, la ville de Crimson Creek n'est même pas censée exister. J'avais 18 ans, et je devais me trouver un appartement rapidement. J'ai été viré de chez mes parents car je ne travaillais pas. Et donc, j'ai passé mes premières nuits chez un ami, qui m'a gentiment proposé de m'héberger chez lui pour quelques jours. Toutes les nuits où j'étais chez lui, j'ai dû passer des trentaines d'heures à chercher un travail et un nouvel appartement. Mais les recherches ne donnaient absolument rien. Je me voyais déjà sous un pont, à repenser à mon enfance, tout en tentant d'oublier le reste de ma vie grâce au contenu d'une bouteille de vin bon marché. Mais peu avant que je ne doive partir de chez mon ami, qui ne pouvait pas m'héberger plus de temps, j'ai reçu un mail. Je m'étais inscrit sur plusieurs sites pour être alerté dans le cas où un appartement bon marché se mettrait à apparaître. Et cette fonction a porté ses fruits. Le site en question me proposait un appartement plutôt rustique, dans une ville assez isolée, qui portait le doux nom de Crimson Creek. Il y avait bien assez de pièces pour que je sois le plus à l'aise possible. Mais surtout, l'appartement ne coûtait absolument rien. La seule condition pour y habiter était de rendre des services à la communauté. Je n'avais jamais vu ça avant. Seulement, je ne me suis pas trop posé de questions, car il m'était déjà arrivé de voir des fermes à louer contre du travail dans les champs. Alors, à quoi bon se plaindre de petits services communautaires? Je cherchais un travail et un appartement, et par chance, cette opportunité m'offrait les deux à la fois. Mes problèmes venaient d'être résolus en un seul mail, et je me voyais déjà heureux dans ce petit appartement de Crimson Creek. J'aurais dû me douter à ce moment-là que quelque chose était louche. Tout était trop beau pour être vrai. Après avoir remercié mon ami, je suis monté dans ma voiture et j'ai noté l'adresse sur le GPS. Seulement, il était impossible pour lui de localiser l'emplacement. C'était comme si la ville n'avait jamais été enregistrée dans les données. J'ai alors essayé avec plusieurs orthographes différentes, mais malheureusement, ça ne donnait toujours rien. Alors j'ai préféré user de mon sens de l'orientation, et j'ai suivi les indications précises qu'il y avait dans le mail. Après quelques heures à rouler, alors que la nuit commençait à tomber, j'ai aperçu au bout d'un long chemin de terre le panneau vieilli par les années « Bienvenue à Crimson Creek ». J'ai passé le panneau et j'ai tenté d'ignorer le frisson qui me parcourait l'échine. Cet endroit était étrangement lugubre, et même si la ville ressemblait à ce que l'on pouvait voir dans n'importe quelle série américaine, elle dégageait quelque chose de dérangeant. J'ai tenté d'ignorer tout ça, et j'ai gardé en tête la magnifique opportunité que j'étais sur le point de saisir. C'est là qu'a commencé ma première nuit, à Crimson Creek, dans le motel Stander, non loin de l'appartement dans lequel j'allais habiter quelque temps. Le lendemain, j'ai rencontré l'agent immobilier, et nous avons discuté à l'intérieur de l'appartement qu'il devait me louer. Après de longues minutes où il me répétait encore et encore à quel point j'avais saisi l'occasion rêvée, il m'a enfin précisé ce que la ville entendait par « petit service communautaire ». Étrangement, à ce moment-là, il ne souriait plus, et s'est contenté d'énumérer les fonctionnements de ces services. Chaque jour, j'allais recevoir une petite note dans ma boîte aux lettres, et je devrais effectuer le service qui y était noté. Il m'a précisé que certains de ces services pourraient ne pas avoir de sens à mes yeux, mais qu'ils devaient être réalisés scrupuleusement, sans quoi je pourrais être banni de la communauté et viré de l'appartement. Vous savez, j'étais prêt à tout pour survivre, et je ne me voyais vraiment pas vivre à la rue. J'ai donc accepté, et j'ai commencé à rendre ces petits services à Crimson Creek. Comme je vous l'ai déjà dit, il fallait que je rende un service par jour. Les services variaient, et parfois, n'avaient absolument aucun sens. Par exemple, le lendemain de mon arrivée, le lundi donc, je devais aller prendre la scie qui se trouvait dans le sous-sol de mon appartement, pour la nettoyer de sorte qu'elle brille parfaitement. Pour quelle raison? J'en avais absolument aucune idée. Le mardi, il fallait que j'aille rendre visite à une vieille femme qui se trouvait dans une ferme non loin de mon appartement, pour lui proposer mon aide de désherber son champ. La vieille dame arborait un sourire particulier lorsqu'elle m'a ouvert la porte, et semblait ne pas vouloir de visite, mais se forçait à rester la plus courtoise possible. Mais le pire dans cette scène, c'est qu'elle est restée comme ça à me sourire, sans jamais me répondre. Je suis resté figé devant elle, sans savoir quoi dire d'autre. J'étais si gêné que je n'arrivais même plus à la regarder dans les yeux. Et rapidement, j'ai rebroussé chemin, en murmurant un « au revoir », si faible que même moi j'avais eu du mal à le percevoir. Le mercredi, on m'a demandé de mettre le canal 51 sur mon téléviseur et regarder l'écran durant 1 heure, à n'importe quel moment de la journée. C'est simple, il n'y avait rien sur le canal 51, que de la neige.
Mais je me suis souvenu de ce que l'agent immobilier m'avait dit, et que même si les choses manquaient de sens pour moi, ça en manquait pas forcément pour la communauté. Après environ une quarantaine de minutes, j'ai cru voir dans la neige que diffusait l'écran une sorte de message flouté. Je n'étais pas tout à fait certain, mais il me semblait avoir vu Crimson Creek, Lab, la ville où tout est possible. Je me suis frotté les yeux, et après avoir terminé l'heure à fixer l'écran, je suis parti me coucher. Le jeudi, le service était réellement étrange. On m'a demandé de prendre la scie et de la donner à un habitant au hasard dans la rue. C'est ce que j'ai fait, avec la première personne que j'ai croisée en sortant de chez moi. Un homme se tenait non loin du conteneur à ordures, et s'est immédiatement retourné lorsque j'ai franchi la porte. Il s'est doucement approché de moi et m'a murmuré « Merci ». Je lui ai tendu la scie. Il l'a prise et est reparti sans même me dire au revoir. Encore une fois, je sais que je ne devais pas discuter, et que ça justifiait la gratuité de mon appartement. Mais ça commençait à devenir réellement bizarre. J'étais si perturbé que je commençais à appréhender le prochain service. Le vendredi, mon service était de monter sur le toit de l'immeuble pour chasser un oiseau. En allant sur le toit, j'ai commencé à me dire que je ne le ferais pas, et que j'attendrais là quelques heures, car il n'allait avoir aucun moyen de vérifier si ce service avait bien été rendu. Alors j'ai commencé à me prélasser sur le toit, mais j'ai rapidement été pris de violentes nausées et de grosses migraines. C'était comme si quelque chose était en train de me dévorer l'estomac, et le cerveau en même temps. J'ai commencé à m'appuyer sur l'un des rebords du toit, et j'ai vomi le peu que j'avais mangé ce matin-là. En relevant la tête, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Un immense bâtiment en ferraille, comme une sorte d'antenne géante, qui pointait droit vers le ciel. Au milieu de tous ces bâtiments, cette immense pointe de ferraille faisait tache sur le tableau. Comment avais-je fait pour ne pas l'avoir remarqué avant? Seulement, après avoir vomi une seconde fois car la nausée revenait de plus belle, en relevant de nouveau la tête, j'ai remarqué qu'elle avait totalement disparu. Je ne comprenais plus rien, et j'ai commencé à m'inquiéter pour ma santé mentale. Seulement, je n'avais pas envie d'appeler un médecin. Je devais chasser cet oiseau. Alors, j'ai passé 4 longues heures à chasser, en tentant de le faire de plusieurs manières. Des pièges avec des corbeilles à linge, du pain de mie sur le sol et une lourde brique dans la main. Puis pour finir, frapper dans l'air à l'aide d'un balai. Étonnamment, c'est cette solution qui a fonctionné. Un oiseau était passé non loin de ma main, frôlant presque le béton sur le toit. Et j'ai pu le frapper, violemment, avec le manche du balai que je tenais. Ma nausée avait disparu, et ma migraine aussi. J'avais un sentiment de satisfaction absolument énorme, et je me suis même surpris du temps que j'avais pris à contempler mon exploit, car je suis resté au moins 10 minutes à regarder le cadavre du moineau qui se trouvait sur le sol. Peu après ça, je suis parti me coucher, et j'ai attendu avec impatience le samedi pour voir ce qu'il me réservait. J'ai fait des cauchemars étranges cette nuit-là. Je voyais mon cadavre posé sur le sol alors que des insectes sortaient de mes oreilles et de mes narines. Mes yeux étaient vitreux et ma bouche à moitié ouverte. Je me suis alors approché et j'ai tendu le bras. Quelque chose dépassait de ma bouche. C'était un morceau de papier blanc. Avec précaution, je m'en suis emparé et j'ai déroulé le petit bout de papier. Dessus, il était dessiné la tour noire que j'avais cru voir la journée précédente et un message était écrit en lettres de sang. Pars d'ici, tu n'es pas toi. Je me suis réveillé en sueur et j'ai immédiatement consulté ma boîte aux lettres pour lire le prochain service. Celui-ci était le pire de tous. Sur l'affiche, il était écrit « Service du samedi. Tuez votre voisin, Wilford ». Je ne sais pas ce qui était le pire dans cette situation. Si c'était le fait que l'on me demandait de tuer quelqu'un, ou le fait qu'à peine avais-je posé l'affiche sur la table, que je me suis empressé de chercher un couteau bien aiguisé. J'ai commencé à me dire que je devenais réellement fou, et que je ne devais pas faire ça. Mais les insectes qui grouillaient dans ma tête me disaient de me rappeler de cette magnifique opportunité, et qu'il fallait que je leur fasse confiance. Le couteau en main, j'ai franchi ma porte d'entrée, et j'ai lâché le couteau au sol. Les insectes qui me dévoraient l'estomac m'ont alors aidé à ramasser l'arme sur le sol, et m'ont dit de ne penser à rien d'autre qu'à ce que je devais réaliser. J'ai vomi une seconde fois, alors que je luttais pour ne pas commettre l'irréparable. Ma tête me faisait si mal que je voyais flou. Et puis, je sentais la pression de cette immense tour jouer sur mon esprit. J'ai repris le couteau, et j'étais à deux doigts de mettre fin à mes jours, tant que je ne voyais pas d'autre solution pour mettre fin à tout ce cauchemar. J'ai commencé à me diriger de nouveau vers la porte de M. Wilford, et encore une fois, j'ai stoppé ma marche, vomissant une troisième fois sur le carrelage froid du couloir. Dans un ultime effort, en tentant d'ignorer ces petits insectes qui parlaient dans ma tête, j'ai couru, et j'ai descendu les escaliers. J'ai franchi la porte d'entrée de mon immeuble, et j'ai couru aussi loin que mes jambes pouvaient me porter. En me retournant,
j'ai remarqué que l'immense tour était là, noire et lugubre, perçant presque le ciel. Des tonnes et des tonnes de paraboles étaient posées sur chacun des côtés de l'immense bâtisse. Dans ma tête, les insectes continuaient de hurler, mais j'ai concentré tous mes efforts sur la seule chose qui pouvait me sauver, ma voiture. Et par chance, elle n'était plus très loin de moi. Je la voyais, apposée à un mur, près de l'entrée de Crimson Creek. J'ai secoué la tête, car la migraine me faisait si souffrir que je commençais à avoir flou. J'ai continué de courir, en tentant d'ignorer tant bien que mal la cacophonie qui résonnait dans ma tête, jusqu'à mes boyaux. Et j'ai heurté la voiture de plein fouet. Je voyais si flou que je n'avais pas remarqué que la voiture ne se trouvait plus qu'à quelques pas de moi. Je suis immédiatement entré dans la voiture et j'ai mis le contact, et j'ai écrasé la pédale d'accélération. Mon envie de tuer M. Wilford commençait à passer doucement, et petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Plus je m'éloignais de cette horrible ville, et plus la tour se dessinait parfaitement. Seulement, il n'y avait pas que ça. En plus de la tour, les bâtiments eux aussi changeaient petit à petit. Ils étaient sales, et les murs faits d'un métal rouillé. Les gens dans la ville semblaient marcher sans but, et devaient même ignorer qu'ils existaient réellement. Je pouvais même voir un homme se frapper la tête contre le mur de mon appartement. Chose que je n'avais même pas remarqué précédemment. Mais pire encore, je voyais des hommes en blouse blanche, tous tournés dans ma direction. Certains portaient des lunettes et tenaient un petit calepin dans la main. J'ai roulé jusqu'à m'éloigner le plus possible de cette ville, et après plusieurs minutes de route, je ne ressentais plus rien. La migraine avait disparu, le mal de ventre était parti, mais surtout, je n'entendais plus les petits insectes me murmurer des choses dans ma tête. J'ai pu retourner chez mon ami et faire des recherches les jours suivants. Mais je n'ai jamais rien trouvé sur la ville de Crimson Creek. La seule chose que j'ai pu trouver concernait un laboratoire du nom de Crimson. Un laboratoire qui apparemment avait fermé ses portes depuis les années 60, après avoir passé un moment à se faire descendre par diverses organisations, à cause du mauvais traitement qu'ils affligeaient à leurs cobayes. Ils ont été dans l'obligation de mettre un terme à toutes leurs recherches. Crimson avait alors été effacé de la surface de la planète, et jamais plus personne n'avait entendu parler de ces laboratoires et ces scientifiques. Pire encore, cette information, je n'ai pu la trouver qu'à un seul endroit, à la mairie de ma ville, dans les archives de vieux journaux de l'époque. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai vécu est vraiment réel, et si la similitude dans le nom de ce laboratoire avec la ville de Crimson Creek est une simple coïncidence. Mais une chose est certaine, si ce n'est pas dû à un simple hasard, et que tout ce que j'ai vécu est vrai, cela ne présage rien de bon pour l'humanité.